Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc le sujet du jour, vous me dites si vous entendez bien ? Ouais. Donc le sujet du jour, ça va être la sécurité dans les systèmes d'information hybrides, dans le cloud hybride. Nous allons vous présenter donc cette partie sécurité. Donc en intervenant, vous avez Nicolas Martin qui est un architecte sécurité, spécialiste donc, qui travaille en étroite collaboration avec notre RSSI, et Jean-Pierre Stelly qui est ingénieur d'affaires sur le secteur santé. Je vous propose de démarrer par une présentation rapide du groupe, de façon à ce que vous puissiez nous situer, et puis nous rentrerons très vite dans le sujet. Donc Sigma, c'est un peu plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 62 millions. Nous avons 2200 clients dans différents domaines qu'on verra tout à l'heure. Et nous avons 5 implantations en France. Une principale implantation sur la région nantaise, une implantation à Paris, à Lyon, à Strasbourg et à Toulouse. Donc nous avons 3 métiers. Nous sommes éditeurs de logiciels, pas dans le domaine de la santé, malheureusement. Nous sommes intégrateurs et développeurs web et infogéreurs. Donc nos solutions de gestion d'entreprise. Alors nous avons donc la comptabilité et de la gestion financière, du SIRH et du supply chain. Nous sommes leaders dans les domaines de la grande distribution, du monde consulaire, avec notamment les SSI, et dans le logement social. Donc nos logiciels, nous avons des solutions de gestion et des solutions métiers. Donc dans les solutions digitales, nous faisons du e-commerce, des sites e-commerce, notamment le site e-commerce Leclerc, du e-business avec de la vente de prestations et du e-service. Et nous travaillons aussi dans le domaine du numérique avec le e-conseil et le e-innovation, avec notamment des réalisations dans les lunettes connectées, dans la réalité virtuelle. Donc l'externalisation de systèmes d'information chez Sigma, c'est, je dirais, 3 branches principales. Une première activité qui va concerner la partie purement cloud, purement infrastructure, colocation, où nous mettons à disposition nos data centers, des baies, des quarts de baies, des corridors, des matériels, des serveurs, et où nous allons effectuer des gestes de proximité avec de la sauvegarde, enfin vraiment tout ce qui va être couche basse. Nous avons aussi des solutions cloud, donc là des solutions entièrement packagées, donc cloud avec des applications, soit hébergées, on héberge des applications pour des éditeurs tiers, mais nous avons nos propres solutions cloud, notamment dans la messagerie, etc. Et puis aussi sur le monde virtuel, nous fournissons de la base de données relationnelle en cluster mutualisé, du SAN mutualisé, du Metro Cluster SAN mutualisé. Et la dernière activité, c'est le service managé. Je dirais que c'est l'intelligence de l'infogérance, où là, nous allons administrer les systèmes d'exploitation, les bases de données, et nous allons jusqu'à l'exploitation applicative pour des éditeurs tiers auprès desquels nous nous formons. Donc, le cloud hybride. Traditionnellement, lorsque nous faisions une externalisation de systèmes d'information, eh bien, nous mettions un data center d'un côté et les applications, nous connections ce data center et les applications, nous les faisions basculer sur le nouveau data center en limitant les coupures. Aujourd'hui, le monde a changé, on a beaucoup plus d'acteurs. On va retrouver des solutions éditeurs en mode SaaS. On va retrouver des hébergeurs qui vendent de la pure infrastructure, de la pure colocation, comme OVH, Amazon, et des hébergeurs agréés dans le domaine de la santé. Donc comment ça va se passer ? Eh bien aujourd'hui, les établissements de santé auront le choix de mettre des applications, de les utiliser en mode SaaS chez l'éditeur pour des raisons pratiques, financières, etc.
de mettre des infrastructures qui n'ont pas besoin d'agrément santé chez des hébergeurs, je dirais, à des tarifs défiant toute concurrence, et pour leurs applications santé, passer par le mode hébergeur agréé. Voilà. Donc ça, c'est la principale évolution, en sachant qu'il va rester évidemment des applications dans les établissements de santé qui ne vont pas être hébergeables ailleurs pour des raisons gestion de matériel, pharmacie, etc. Donc je vais laisser la main à Nicolas. Merci Jean-Pierre. Donc après cette introduction, on a vu un petit peu le changement des modes d'hébergement, donc avec l'hébergement où on sous-traitait l'ensemble de son système d'information, donc là avec un mode hybride, et on va voir pourquoi est-ce qu'on a quand même besoin d'un hébergeur agréé de santé, quels sont les besoins en fait relatifs à ces données-là. Donc, on a essayé de découper en fonction des différents besoins. Donc, le patient, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il veut disposer d'un bon diagnostic. Il veut avoir un soin qui correspond à sa pathologie. Il veut pouvoir avoir un bon suivi. Il veut pouvoir que les différents professionnels de santé, quand il va dans un établissement, dans un autre, puissent accéder à son dossier, puissent avoir son historique. Il veut bien sûr que les données soient intègres, qu'il n'y ait pas de perte de données. Donc lui, ce qu'il veut vraiment, c'est que les professionnels de santé puissent travailler dans les meilleures conditions pour que lui dispose du meilleur soin pour guérir. Et donc tout ce qui va être suivi. Donc si on classe les critères de sécurité qui intéressent le patient, en premier, on va avoir vraiment l'intégrité des données. Il veut que son dossier patient soit complet. Il ne veut pas avoir à se répéter, à tout réexpliquer. Il veut que les différents professionnels aient la traçabilité de tous les examens qu'il ait pu faire, qu'ils aient bien l'exactitude de ces infos. Et le deuxième point important, ça va être la disponibilité. Donc les différents professionnels de santé devront avoir accès à son dossier patient quand ils en auront besoin. Donc soit quand il sera en consultation, soit quand ils échangeront avec d'autres professionnels sur son dossier. Donc les deux points importants principaux pour le patient, ça va être l'intégrité et la disponibilité des données. Tout ce qui a ses preuves et confidentialité, c'est moins important dans ce qui ressort pour le patient. Ensuite, d'un point de vue de la législation, donc on a le Code de la santé publique qui s'appuie sur la loi du 6 janvier 78, donc relatif à la CNIL, qui est relative à tout ce qui est traitement des données à caractère personnel. Et là, les deux notions qui ressortent le plus, ça va être d'empêcher que les données soient transformées, endommagées, mais également que les tiers non autorisés y aient accès. Donc là, c'est l'aspect confidentialité d'un point de vue de la loi qui ressort vraiment très fortement, et l'aspect intégrité également qu'on retrouve. Les données ne doivent pas être modifiées par un tiers qui n'est pas autorisé. Donc on voit qu'on a des besoins qui sont différents déjà d'un point de vue du patient et de la loi. Donc la loi, tout ce qui est confidentialité, c'est très important. L'intégrité un petit peu moins. La preuve et la disponibilité ressortent quand même beaucoup dans le décret hébergeur de 2006. D'un point de vue d'un médecin, donc le docteur Alain Gérier, qui est notre médecin conseil dans le cadre de notre agrément hébergeur de données de santé. C'est un médecin auquel on peut faire appel quand on a des requêtes, par exemple, de patients qui vont demander d'avoir accès à des données de santé, ou un établissement qui a un partenariat avec un autre qui va demander d'avoir accès à des données. Nous, on n'est pas spécialiste de ce droit-là, donc on s'appuie sur un médecin conseil qui va pouvoir poser les bonnes questions, aller rencontrer les professionnels potentiellement pour savoir si cette demande est bien légitime et si on peut donner les données. Donc pour lui, c'est vraiment la disponibilité qui est très importante, parce que si le dossier patient n'est pas disponible au moment où le professionnel va en avoir besoin, ça peut engendrer des difficultés et un mauvais diagnostic. Donc la disponibilité, il la place en première. L'indisponibilité d'un dossier patient peut rapidement avoir un impact humain et avoir un risque inacceptable. Et ensuite, la preuve, notamment pour tout ce qui est investigation à des fins médico-légales, c'est également une notion qui ressort fortement chez lui. Les aspects intégrité et confidentialité, un petit peu moins. L'aspect confidentialité, lui, il place en dernière position, puisque ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact sur la vie de la personne.
Donc c'est plutôt des dommages matériels, des dommages économiques. Voilà, ça peut porter préjudice à une personne, ou peut-être c'est plus à une certaine catégorie de personnes, peut-être des personnes, je sais pas, célèbres, des choses comme ça. Donc si on veut faire une synthèse, le point qui ressort quand même en premier, ça va être l'intégrité, puisque un problème d'intégrité des données peut avoir un impact sur la vie des patients, et ça, ce n'est pas acceptable. C'est notamment le point de vue de RSSI de centres hospitaliers qu'on a en contact. Donc c'est vraiment un point qui est important, notamment quand on prend en compte tout ce qui est identito-vigilance. C'est un point qui est très important, qu'on rencontre de plus en plus. Donc faire diagnostiquer la bonne pathologie, administrer le bon traitement. Lors d'une opération, opérer le bon côté. Ça paraît tout bête quand on n'y est pas confronté, mais quand on est sur la table d'opération, s'il y a un problème de dossier et puis que l'opération ne se passe pas comme on souhaite, ça peut avoir des dommages très très graves sur la vie de la personne. Et selon les cas, selon les services potentiellement, on peut avoir d'autres critères qui ressortent. Les services, par exemple, d'urgence, tout ce qui va être disponibilité, c'est quelque chose qui va être très important. Quand vous allez aux urgences, si le service n'est pas disponible, ça peut engendrer des files d'attente encore plus longues que ce qu'elles sont normalement, pour tout ce qui est réanimation, etc. Et pour tout ce qui est radiologie, médico-sociale, psychiatrie, là l'aspect confidentialité est quand même très important. Il peut y avoir des pathologies sensibles sur lesquelles on souhaite vraiment qu'elles restent confidentielles. Donc tout ça, là on a parlé des besoins. Par contre, là on va parler un petit peu des impacts de l'agrément hébergeur de données de santé sur les différentes parties qui interviennent. Donc, on va commencer par les établissements de santé, notamment tout ce qui va être les profils plutôt techniques, informaticiens dans les établissements de santé. On a vraiment besoin de comptes nominatifs avec une authentification forte. Donc on ne peut plus accéder à un serveur qui contient des données de santé avec un compte générique, un compte de service, c'est pas possible. On doit s'authentifier de manière nominative avec une authentification forte pour pouvoir justifier de la personne qui s'est connectée. Donc ça, c'est vraiment très important. L'établissement de santé doit aussi faire appel à un hébergeur agréé, donc pour héberger soit tout son système d'information, soit une partie, comme on a vu dans le cadre du cloud hybride. Et l'obligation d'information, c'est quelque chose qui est primordial. Donc il y a une obligation d'information des patients, comme quoi les données sont externalisées. Donc il y a un consentement implicite, ça peut être juste une note sur les formulaires d'admission, mais le patient doit être informé. Pour les utilisateurs des applications de santé, que son SI soit externalisé, il n'y a pas de différence. Il va y accéder de la même façon, il accède aux applications métiers de la même façon, avec une forte recommandation de l'utilisation de la carte CPS, même si ce n'est pas toujours le cas dans les applications, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour les éditeurs, souvent ça pose pas mal de questions. Nous, en tant qu'hébergeurs, nos relations avec les éditeurs, ça pose peut-être certaines difficultés. Il y a des différences de fonctionnement. Les éditeurs doivent aussi s'authentifier de manière nominative et forte quand ils se connectent aux applications, parce qu'ils vont se connecter à des applications où il y a potentiellement des accès à des données de santé à caractère personnel. Donc on doit pouvoir justifier de la traçabilité des accès à ces données-là. Donc ils doivent aussi s'authentifier de manière forte. Ils doivent respecter bien sûr toutes les procédures fournies par l'hébergeur. On va en parler tout à l'heure. Et donc on doit bien tracer tout ce qui est tous les accès aux données. Ensuite, pour l'hébergeur, donc toujours le même besoin d'avoir des comptes avec authentification forte, traçabilité de tous les accès à des données de santé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. On est obligé aussi de centraliser et d'archiver toutes les traces. On doit garder pendant 20 ans toutes les traces d'accès à des données potentielles de santé. Et tout ce qui va être aussi chiffrement des sauvegardes sur tout ce qui est support amovible. Donc on doit protéger vraiment la confidentialité de ces données-là. S'il y a une fuite de bande, par exemple, on doit pouvoir s'assurer que les données ne sont pas lisibles. Donc, les solutions qu'on a mis en place chez Sigma Informatique pour répondre à ces besoins-là. Donc, on a en place une solution de chiffrement des sauvegardes. Donc, tout ce qui est chiffrement sur disque, ça n'est pas chiffré, mais c'est réparti sur un ensemble de disques. Pour récupérer les données, c'est vraiment très très complexe, voire impossible.
puisqu'elles sont distribuées avec de la réplication, etc. Par contre, dès qu'on a de la sauvegarde sur bande, on a un système avec de chiffrement, avec une appliance qui va générer une clé unique par cassette de sauvegarde. Donc chaque bande a une clé unique de chiffrement. Donc pour effacer la bande, d'effacer la clé, ça revient à l'effacer parce qu'on ne pourra plus récupérer les données. Donc toutes nos sauvegardes sont chiffrées. On utilise de l'authentification forte, donc avec une solution à base de tokens physiques de la société Yubico. C'est des petites clés USB qu'on branche sur un port USB et qui saisissent un OTP quand on appuie dessus, en complément du mot de passe. Donc c'est quelque chose qu'on a mis sur un bastion d'administration. Donc on utilise une solution Wallix qui est assez reconnue dans le monde de la santé. C'est un bastion d'authentification, ça apporte des facilités puisqu'on va s'authentifier une fois de manière forte sur cet équipement central qui est le point d'accès obligatoire pour accéder aux différents systèmes de santé. Donc on ne pourra pas se connecter à nos serveurs sans passer par ce bastion-là avec l'authentification forte. Et ce que fait ce bastion-là, la spécificité de cette solution de Wallix, c'est que ça va enregistrer toutes les sessions des administrateurs. Typiquement une session SSH, tout le texte qui est tapé par l'administrateur est enregistré. Et sur les sessions RDP, sur les systèmes Windows, on a des enregistrements vidéo de toutes les sessions, avec des systèmes de reconnaissance de caractères pour savoir sur quelle fenêtre il a été pour faciliter les recherches. Mais on enregistre vraiment toutes les actions qui sont effectuées et après on va centraliser ces traces-là et les externaliser pour pouvoir les archiver pendant 20 ans. Et on externalise tout ça sur une solution à base de ELK, Elasticsearch Logstash Kibana, avec souvent du format syslog. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pour les éditeurs de logiciels de santé, on travaille aussi en partenariat avec eux pour pouvoir externaliser les traces aussi des applications. Parce que nous, on collecte toutes les traces d'administration, mais on doit également collecter les traces des applications de santé. Et il faut que les applications de santé, bien sûr, soient compatibles et génèrent les traces d'accès aux données de santé. Si les applications ne génèrent pas de traces, nous, en tant qu'hébergeurs, on ne va pas pouvoir les collecter. Donc on a un petit schéma ici qui explique comment ça se passe. Donc on a différents utilisateurs. On voit les administrateurs Sigma qui sont à gauche vont se connecter sur le bastion d'administration qui est à gauche pour ensuite se connecter sur les SI santé. Et ensuite, les traces sont remontées sur un serveur de collecte de traces. Et puis après, on en a un autre même qui n'est pas sur le schéma d'archivage. Pour les professionnels de santé, donc, ils vont se connecter soit avec des connexions dédiées, soit avec des VPN pour accéder à leur système d'information. Et les éditeurs finaux, selon les cas, peuvent aussi accéder à leurs applications, soit avec des VPN, soit directement aux applications qui sont hébergées, disponibles potentiellement en HTTPS. Donc différents modes d'accès, ça c'est des exemples, après on combine et ça dépend aussi des besoins clients, des besoins éditeurs. On a des solutions, on s'adapte en fait aux besoins de nos clients pour mettre en place des solutions les mieux adaptées à leurs besoins. Donc ensuite, donc une petite conclusion pour revenir sur le sujet du cloud hybride. On a vu que le cloud hybride, donc ça permettait de segmenter son SI, parce que le monde maintenant est ouvert, on a besoin de s'interconnecter un petit peu partout. Le cloud hybride, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Ça va pouvoir apporter de la souplesse, donc tout ce qui va être flexibilité du cloud, réactivité, etc. Tout en vous offrant exactement aussi le choix du fournisseur. Vous n'êtes plus obligé de mettre tous les œufs dans le même panier, de mettre tout chez le même infogéreur, tout chez le même éditeur. De toute façon, c'est plus vraiment réaliste dans le monde actuel. Et ça, ce qui est important, c'est grâce au cloud hybride, on ne transige pas sur la sécurité des données de santé. On a bien un hébergeur spécialisé, certifié, agréé, et plus tard ça va être une certification pour l'hébergement des données de santé. Donc on gagne la flexibilité du cloud sans transiger sur la sécurité. Donc c'est là où on a tout intérêt à choisir un hébergeur de données de santé pour la partie santé. Donc c'est terminé, on est disponible pour vos questions.